Birmanie, la minorité apatride des Rohingyas, estimée à 1,3 million de personnes, est systématiquement victime de discrimination de la part des autorités, mais aussi des moines bouddhistes radicaux. Déchus de leur nationalité birmane, les Rohingyas n'ont accès ni aux écoles, ni aux hôpitaux, ni au marché du travail. Depuis les affrontements entre cette minorité musulmane et des extrémistes bouddhistes en 2012, plusieurs membres de cette communauté sont parqués dans des camps et dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Régulièrement, des milliers d'entre eux tentent au péril de leur vie de s'exiler pour gagner la Thaïlande, la Malaisie ou encore l'Indonésie voisine dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais leur voyage sur des embarcations de fortune s'achève souvent de façon tragique. Cyril Payen est allé à leur rencontre. L'odyssée de Sadakusson, Rohingya de 16 ans, s'est donc achevée par miracle sur les côtes de Sumatra à Aceh. Mais comme des milliers de migrants de l'océan Indien, s'il croit avoir atteint la terre promise, il se trompe. Il finira probablement avec un numéro épinglé sur le torse pour toute identité avant d'être expulsé. C'est le cycle tragique dans lequel Sadakusson et tant d'autres de ces nouveaux boat people se sont jetés à corps perdu. 1600 km à fond de cale dans des bateaux de pêche reconvertis en galères modernes. Ils ont quitté de nuit les côtes de l'état d'Arakan aux confins de la Birmanie avec des passeurs locaux. Après des semaines d'attente, c'est le départ plein sud au large pour le delta de l'Irrawaddy. Puis commence la grande traversée, sans plus voir la terre, dans la mer des Andamans, jusqu'à la Thaïlande, le continent. Les attendent ensuite les camps de transit qui pullulent dans la jungle montagneuse de la frontière avec la Malaisie. Pour les plus chanceux, la fin du voyage, l'Eldorado malaisien, ou Aceh, en Indonésie. Des dizaines de milliers de candidats à l'exil ont traversé ces mers, ces pays. Mais pour combien d'entre eux ce périple s'est achevé ici, sans que jamais l'on ne connaisse leur identité, ni les circonstances de la mort? Affamés, malades ou tués par les trafiquants. À Rangoon, en Birmanie, début juin, c'est l'onde de choc politique de la crise des migrants. Aussi étrange que nauséabonde, des manifestations nationalistes anti-Rohingya fustigent la vague d'indignation mondiale. Nous rejetons les critiques de la communauté internationale. Nous ne reconnaissons pas ces Rohingyas comme de vrais Birmans. Nous décidons de remonter à la source de la tragédie. Nous voyageons plein nord, au-dessus du golfe du Bengale, vers le lointain état d'Arakan. Ces derniers mois, 80 000 personnes ont franchi cet océan. Une odyssée vers l'inconnu. Mais pourquoi? L'état d'Arakan a été secoué par de violentes émeutes interconfessionnelles il y a 3 ans. Un profond conflit civil mettant dos à dos bouddhistes et Rohingyas musulmans, accusés d'être des étrangers. Résultat, déclaration de l'état d'urgence, loi martiale, des quartiers entiers réduits en cendres, près de 200 morts, des dizaines de milliers de déplacés. Toute une région birmane qui bascule dans le chaos. Depuis, le pouvoir birman a instauré son plan d'action pour l'Arakan.
une institutionnalisation de la ségrégation. Le fameux printemps birman est une saison en enfer pour les Rohingyas. Ça y est, on arrive chez les Bengalis. Dans l'Arakan, le mot Rohingya est interdit. On dit ici Bengali, étranger. C'est donc ces camps de Bengali que les autorités ont décidé de nous montrer. Une opération de relations publiques sous bonne escorte pour vanter les mérites du plan d'action pour l'Arakan. Bonjour. Bonjour. Bon alors, vous avez l'électricité ici? Oui, Votre Excellence. Le général Mong Mong On est le patron de l'État. Il n'a pas été élu, mais directement nommé par la présidence birmane pour mettre fin aux troubles et gérer la crise. À voir la surprise générale, il ne fait pas souvent le déplacement dans le ghetto. Mais peu importe, il est là pour propager la bonne parole. Vous savez, ces camps sont provisoires, bien sûr. Nous avons réuni ici toute cette population pour procéder à des vérifications sur leur identité. Il faut savoir qui est sur notre territoire, mais je peux vous assurer que tous ceux qui sont légitimes retourneront dans leur village. Le général est un spécialiste des problèmes frontaliers. Il y jouit d'une assez bonne réputation dans le pays et semble vouloir se prêter au jeu de la transparence. Savez-vous où vous serez dans 2 ou 3 ans? Qu'avez-vous l'intention de faire? Écoutez, ce n'est pas à moi de vous répondre. Je ne suis pas chef ici, moi j'habite juste là. Oui, ce qu'il veut dire, c'est un camp de Bengali. Il y a donc une hiérarchie. Et c'est mieux que ce soit le chef du camp qui réponde. Il est là d'ailleurs. Silence embarrassé, l'opération de communication gouvernementale dérape un peu, mais le général ne se démonte pas. On sait très bien ce qu'il se dit à l'étranger. On dit que nous commettons un génocide, que ces gens sont discriminés. Mais allez-y, puisque vous êtes là, posez-lui la question directement. Moi, je veux vivre ici jusqu'à ma mort. Jusqu'à la mort? Peut-être que c'est pour bientôt. Les camps d'internement Rohingya ont été construits à la périphérie de Sittwe, la capitale de l'État. Plus de 110 000 personnes s'y entassent, dépendant surtout de l'aide humanitaire. Ces camps sont en théorie interdits d'accès, mais nous allons y retourner le lendemain, seuls cette fois. Revoici l'homme qui a tant hésité à répondre à nos questions en présence des autorités. J'aurais voulu protester. Le gouverneur ne nous appelle même pas par notre nom. Je ne suis pas un Bengali, je ne suis pas un étranger. Je suis Rohingya, comme nous tous ici. Difficile de dire précisément depuis combien de temps les Rohingyas peuplent l'Arakan. Mais en 1982, ils ont été déchus de la nationalité birmane. Première étape d'un long processus vers leur élimination de la carte nationale, dont le plan d'action pour l'Arakan ressemble à la phase finale. C'est donc l'exode. Cette femme vient de passer 3 mois et demi en mer aux mains des trafiquants. Son voyage en Malaisie a été un échec. J'ai tout perdu. J'ai tout vendu pour faire ce voyage. Je suis en vie, mais c'est tout ce qu'il me reste. Elle a été retenue à fond de cale, au large, en attendant un départ vers l'Eldorado malaisien. Les trafiquants ont abandonné son bateau à l'approche de la marine birmane. Pourtant, tous ici sont candidats au départ. Personne ne pourra jamais les convaincre de ne pas s'embarquer dans cette odyssée si périlleuse tant qu'on ne fera pas un minimum pour eux, comme un meilleur accès à l'éducation, aux soins et bien sûr leur donner du travail. Les réseaux de trafiquants de clandestins qui hantent le golfe du Bengale sont essentiellement thaïlandais et malaisiens. Mais ils ont leurs relais locaux, des intermédiaires, Rohingyas eux-mêmes,
qui emmènent au large des côtes birmanes et dans leurs propres bateaux leur cargaison humaine. Non, on n'a rien à voir avec ces trafics. Il y a la marine birmane juste là, et puis les forces bangladaises. Comment voulez-vous qu'on aille en Malaisie ou ailleurs? Les trafiquants ont foutu le camp. Ils sont tous du village d'Udanji. Le village d'Udanji se trouve à la périphérie du ghetto. C'est là que Madame Hazara nous emmène discrètement. C'était elle, il y a 2 jours, qui avait enfin pu parler au téléphone avec son fils, perdu en mer et sauvé par des pêcheurs indonésiens. Je vois souvent mon fils en rêve. C'est mon unique enfant, je pense tout le temps à lui. Quand il m'aidait à aller chercher du bois, quand je lui parlais quand il était petit. C'est là, c'est sa maison dans ce hameau. Madame Hazara est persuadée que Moubarak, l'homme qui a jeté son fils dans les griffes des trafiquants, habite là. Mais il s'est volatilisé, comme les autres passeurs. Seul son jeune frère est présent. Ton frère est un truand, c'est un trafiquant. Je suis sûre que c'est lui qui a envoyé Sadako-san dans l'océan. Les nouvelles que j'ai eues sont horribles. Tu veux savoir? Je vais te raconter. Mon fils a été torturé avec un couteau sur le bateau. Il a été blessé au bras et au dos. Ensuite, ils l'ont jeté dans l'eau comme s'il était mort. Ils ont jeté d'autres hommes aussi. Comment peut-on faire une chose pareille, hein? Comment? Tu l'as vu de tes propres yeux l'emmener? Non, bien sûr. Ce n'est pas bien d'accuser à tort, c'est mal. Et je me moque de tes soupçons. Ta haine t'aveugle, mon frère est innocent. Il n'est pas là, mais il n'a rien à voir avec cette affaire. Alors je ne reverrai jamais mon fils, c'est cela? Moubarak a disparu et je n'ai aucun recours. Je n'ai même pas le droit d'aller voir la police. Il est vrai que les Rohingyas n'ont plus aucun droit. C'est dans le quartier Dongmingkala, en plein cœur de Sittwe, que les violences ont commencé en 2012. Des milliers de Rohingyas, descendants de commerçants arabes ou de soldats turcs, vivaient ici souvent depuis des générations. La majorité a fui. Ce vieux fonctionnaire à la retraite est le seul à accepter de parler. Vous voyez, nous sommes autorisés à nous déplacer que dans ce périmètre. Si l'on veut sortir de notre quartier, ce n'est pas possible. Il y a ce checkpoint. Moi, je suis un ancien fonctionnaire et je ne peux même pas me rendre à la banque pour percevoir ma retraite. Depuis le commencement du monde, je veux dire avant la création des États, avant même que la Birmanie ne soit la Birmanie, eh bien, nous étions déjà là. Vous comprenez? Le destin des Rohingyas semble être un long cycle jalonné de persécutions et d'exodes. Combien de temps encore l'errance d'un peuple va-t-elle devoir durer sans qu'elle ne s'achève par sa disparition? Code 24, c'est terminé pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à très bientôt. Bonne soirée.